Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, littérature japonaise avec La déchéance d'un homme de Dazai Osamu. Donc le titre original japonais est Ningen Shikaku, même si cette édition présente, pour une raison que j'ignore, le titre anglais de l'ouvrage qui est No Longer Human. C'est traduit du japonais cependant par, non pas Georges Renando comme ce qui est écrit sur le bouquin, mais Gaston Renando, j'y reviendrai. Ça a été publié aux éditions Gallimard à l'origine dans la collection du monde entier, mais là dans la collection Connaissance de l'Orient. Le roman a été publié en 1948 au Japon, traduit en anglais, je crois, seulement en 1958, 1962 pour la traduction française, 1990 pour l'arrivée dans la collection Connaissance de l'Orient, et cette édition que j'ai consultée précisément date de 2015. C'est assez court, ça fait 180 pages très aérées. Alors, attention, il me faut sans doute introduire cette chronique par un avertissement. Le sujet même de cet article m'incitera probablement à y glisser des éléments très personnels et douloureux en rapport avec la dépression, si je vais tâcher de me restreindre autant que possible à cet égard. Mais nous parlons d'un roman du mois où l'auteur, peut-être le plus brillant représentant de ce courant littéraire japonais du XXe siècle, s'expose en vérité à chaque paragraphe. Pour un lecteur tel que votre serviteur, cela produit immanquablement un très fort sentiment d'identification qui incite probablement à faire de même. D'aucuns qualifieront cette tendance, sinon chez l'auteur, du moins chez moi, de complaisance ou de narcissisme, et c'est peut-être bien le cas. D'où cet avertissement. Je reviens donc à Dazai Osamu, un des plus grands écrivains japonais du XXe siècle, avec ce qui est parfois considéré comme son œuvre la plus importante, La déchéance d'un homme selon son titre français, Ningen Shikaku en japonais, ou encore, puisque c'est étrangement le titre original que mentionne cette édition chez Gallimard, en anglais, No Longer Human. Ce n'est pas la seule bizarrerie de ce livre, à vrai dire, puisque s'il a été bel et bien traduit du japonais, par Georges Redondo, nous dit-on, mais il s'agit en fait de Gaston Redondo, le général G. Redondo, dont le prénom caché sous l'initiale a été souvent écorché, et dont j'avais déjà lu plusieurs traductions, mais de littérature classique, essentiellement de poésie. Je vous renvoie à son anthologie de la poésie japonaise classique, ainsi qu'au conte d'Issée, mais aussi éventuellement de théâtre et notamment de théâtre no. La déchéance d'un homme tranche dans cette bibliographie car il s'agit d'un roman contemporain, initialement publié en feuilleton en 1948, l'année même en fait de la mort de son auteur. Je ne vais pas rapporter dans le détail la vie de l'auteur, ce que j'avais déjà fait en chroniquant sa fameuse nouvelle de peu antérieure, La femme de Villon. Mais en connaître au moins quelques aperçus s'avère en fait particulièrement utile ici, car la déchéance d'un homme est peut-être, probablement même, l'expérience la plus poussée de Dazai dans le registre qu'il avait fait sien du Shishosetsu, ce courant littéraire qui met en avant le moi, l'expression à la première personne, et qui tend presque naturellement vers l'autobiographie ou du moins l'autofiction. Dans La déchéance d'un homme, Dazai use pourtant d'un petit artifice à ce propos, en encadrant le cœur de son roman d'une préface et d'un épilogue, également à la première personne, et le seul moment du livre où l'auteur emploie le pronom watashi ou moi, si son propre nom n'y figure pas. Décrivant tout d'abord 3 photographies d'un même homme, il y rapporte enfin comment il a reçu d'une tenancière de bar les carnets d'un ancien client, carnets dont le contenu autobiographique pourrait, à l'en croire, donner matière à un bon roman. Ces 3 carnets rapportent donc, et forcément à la première personne, la vie navrante d'un certain Yozo. Mais nous comprenons très vite que ce Yozo est en fait Dazai Osamu, car les éléments les plus cruciaux du récit correspondent à des événements bien réels de la vie de l'auteur. Son ascendance aristocratique avec un père parlementaire, ses études avortées, sa fréquentation de militants marxistes, sa vie de débauche d'abord en alcool et en prostituée, mais qui culminera avec une addiction à la morphine débouchant sur une hospitalisation en psychiatrie. Enfin et surtout, tout du long sous-jacent son tempérament dépressif et ses nombreuses tentatives de suicide. Maurice Pinguet évoquait le cas de l'auteur en long et en large dans son essai La mort volontaire au Japon. Tentative dont une se montra particulièrement traumatisante en forme de Shinju, double suicide amoureux, à la manière des tragédies bourgeoises de Chikamatsu, à ceci près qu'il est raté et de la pire des manières, lui survit mais pas sa compagne. Dès lors, la mise à distance censément opérée par la préface et l'épilogue en vérité ne trompe personne, c'est bien de lui-même que parle Dazai Osamu dans La déchéance d'un homme, ce qui confère à son roman des allures de cas clinique, disséquant les symptômes de la dépression et de la pulsion autodestructrice. Et c'est bien ce en quoi ce roman ne pouvait que me toucher rudement le cas échéant. Le point de départ pour Yozo se situe dans la petite enfance. Sa pathologie originellement prend source dans 2 traits associés,
L'incapacité pour le petit garçon de comprendre le monde qui l'entoure, et tout particulièrement les gens qui l'entourent, d'abord dans sa propre famille, et, en guise de réaction qui est avant tout protection, son réflexe consistant à jouer un rôle, à porter un masque, et pas n'importe quel masque, celui du bouffon. La gêne sociale du garçon, sa balourdise qui en découle, lui valent assez tôt la réputation d'un imbécile auprès de ses parents même, et Yozo choisit donc de faire l'idiot, sciemment. Mieux vaut faire rire que susciter le mépris ou la pitié d'ailleurs. Et il se montre compétent dans ce procédé, il fait rire les membres de sa famille, il fait rire ses camarades à l'école, jusqu'au jour du moins où un de ces petits garçons comprend que Yozo fait exprès. Notre héros redoutait tout spécialement que cela se produise, car il est de manière générale obsédé par le jugement des autres, même quand il joue au bouffon. Il se rapproche de cet écolier perspicace, il devient son ami, son meilleur ami, peut-être même son seul ami, non pas par inclination personnelle, car il ne comprend pas les gens et ne parvient pas à y attacher beaucoup d'importance, sincèrement du moins, mais seulement pour protéger son secret. Yozo se sent depuis longtemps condamné, et d'autant plus qu'autour de lui, peut-être en partie parce qu'il leurre effectivement tout le monde avec son masque de bouffon, on tend plutôt à lui prédire un bel avenir. Son talent de guignol le rend étrangement populaire, il est beau garçon et plaira forcément aux femmes, il dessine bien et deviendra un grand peintre, mais Yozo n'y croit pas. Pire, il voit dans chacune de ses prédictions une menace, et c'est alors insidieusement que son trouble devient proprement dépressif. C'est une forme de haine de soi qui se traduira doublement par la tendance à l'autodestruction et par l'apathie, qui sont en fait éventuellement antagonistes et pourtant intimement liés dans le profil pathologique de Yozo et d'autres. Autant d'éléments cumulés qui, à l'en croire, le disqualifient de l'humanité. Mais ce sentiment opère rétrospectivement, et Yozo est persuadé que tout cela était déjà en lui dès le départ, et persisterait jusqu'à sa fin, sans doute guère éloignée. On pourrait naïvement avancer que ces fragilités, bien loin d'exclure Yozo de l'humanité, l'y inscrivent, et pourtant ce sentiment me parle. La conviction de sa monstruosité, l'autodénigrement perpétuel, l'obsession du jugement des autres qui vire en même temps au narcissisme, le syndrome de l'imposteur, la crainte panique aussi bien du succès que de l'échec, ou peu s'en faut, en tout cas le grossissement de l'échec, presque au stade de la complaisance, oui, et enfin, dans les moments les plus extrêmes, la conviction de ne même pas exister, quand des idées noires d'un autre ordre convainquent avec rudesse que l'on existe pourtant bien trop, tout cela est très habilement disséqué dans les réflexions de Yozo Dazai, et rend la lecture de la déchéance d'un homme parfois très éprouvante. Au plan le plus intime, je ressens bel et bien tout ça, ou l'ai ressenti. L'identification n'est forcément jamais exacte, les amours malheureuses, etc., mais elle est suffisamment forte pour que les phrases de Dazai Osamu frappent au cœur. Ce qui vaut également donc pour ses tendances à l'autodestruction et à l'apathie, cette dernière étant liée aussi à un manque d'empathie. En fait, je retiens plus particulièrement cette deuxième tendance, qui est à mes yeux le cœur de la pathologie et sur laquelle, à un certain intime, j'ai été amené à me poser beaucoup de questions ces derniers temps, notamment quant à son traitement. Dazai Osamu rend à merveille l'impossibilité d'accomplir quoi que ce soit et la distance qui s'insinue toujours dans le rapport aux autres, que ce soit dans la douleur ou au contraire pour s'en prémunir. Mais pour ce qui est de l'autodestruction, le cas de Dazai Osamu Yozo va bien plus loin, si je peux me reconnaître dans diverses formes de sabotage des opportunités, ou la tendance à se montrer excessivement dépensier, et l'auteur comme son personnage sont issus d'un milieu très riche qu'il parasite jusqu'au point de la misère, voire dans certaines addictions éventuellement, mais sur un mode très atténué de mon côté, au point où la comparaison a quelque chose de risible, le reste dépasse largement mon expérience. C'est le principal mode de discussion de l'autodestruction dans la déchéance d'un homme, mais il faut bien sûr y associer la question du suicide, de la part d'un auteur qui a multiplié les tentatives et les échecs, jusqu'à ce qu'enfin il parvienne à prendre sa vie dans un nouveau double suicide amoureux, très peu de temps après la publication de ce roman. Son cadavre, ironiquement, sera retrouvé le jour de son 39e anniversaire, le 19 juin 1948. En notant que Yozo dans le roman n'atteint pas cet âge, ses carnets en font un vieillard de 27 ans, il y a du portrait de Dorian Gray en lui davantage que de Dorian Gray lui-même. L'évocation du suicide est somme toute relativement discrète dans la déchéance d'un homme, mais elle saisit vigoureusement en plusieurs occasions, la plus terrible étant bien sûr le Shinju échouant de la pire des manières, où la compagne périt quand l'homme survit, et s'attire en conséquence l'inimitié de tous comme criminel. Mais le plus terrible et je crois le plus juste dans ces évocations de la mort volontaire est ce qui renvoie encore à l'apathie et au défaut d'empathie. La pulsion de mort y est représentée pour ce qu'elle est quelque chose de lancinant mais discret, pourtant de plus en plus obsédant, jusqu'à ce que l'impulsion, parfois sans événement déclencheur identifiable, décide absurdement du geste.
Mais l'apathie intervient donc ici également, et quand Yozo ranimé constate son échec, il est plus indifférent qu'autre chose. Au fond, prendre sa vie n'avait pas tant d'importance. L'apathie l'emporte sur, par exemple, le remords, la tristesse ou la colère. Il ne reste que le vide, pas si différent de celui qui a précédé l'acte. Mais le geste apportant ses conséquences, essentiellement dans la relation aux autres, et le suicidant n'est pas disposé à bien le comprendre, car rien n'a d'importance à ce stade, pas même l'échec. Rien du moins ne saurait être envisagé qui pourrait arranger les choses. Et au fond, c'est sans doute parce que la relation aux autres a de toute façon toujours été problématique. La déchéance d'un homme est un court roman d'une lecture très éprouvante. Est-il pour autant complaisant? Je ne suis certes pas le mieux à même d'en juger, mais cette chronique appuie par la force des choses sur le ressenti dépressif et ce qui est associé. Tout le roman ne réside cependant pas dans ses seuls aspects, et si Yozo soliloque plus qu'à son tour sur un mode éventuellement existentialiste qui le confronte sans cesse à l'absurde, la déchéance d'un homme convainc aussi par la justesse des portraits qu'il dresse, en peu de mots pourtant, et l'impact authentique des scènes, pas seulement les plus douloureuses d'ailleurs, et notamment dans la mesure où Yozo, se livrant sur le papier, se confessant même, a encore quelque chose de son masque de bouffon, et il est bien temps à ce propos que je lise Les Confessions d'un masque de Mishima Yukio, roman paru l'année suivante. On appréciera aussi à ce niveau de lecture la vague satire sociale, ou en tout cas la dimension critique à cet égard de l'exposé de Yozo. Dazai Osamu revient à sa manière sur un thème qui lui est cher, la dégradation de l'aristocratie nippone, au cœur notamment de son roman Soleil couchant, de peu antérieur, et qu'il me faudra lire bientôt. Et contraste entre le temps de l'écrit et le temps du récit, les incertitudes des Japonais au lendemain de la défaite de 1945 se devinent ici ou là. Cependant, dans le contexte historique de la narration, antérieure à la guerre, on est davantage porté à relever les ridicules d'un faux parlementarisme qui ne trompe personne, ou la subversion marxiste qui a quelque chose de ludique, et que l'on rejoint souvent à l'instar de Yozo et de Dazai Osamu lui-même, pas tant pour concrétiser des convictions sincères que pour s'accorder la vague excitation de l'interdit, en brisant au passage quelques contraintes et tabous, une raison de vivre qui en vaut bien une autre quand tout est absurde, et le bouffon sait comment tromper son monde au nom de la blague. Note au passage, un aspect de ce roman pourra peut-être hérisser les lecteurs contemporains, et c'est l'image des femmes, pas très positive, même s'il faut sans doute prendre en compte les biais de Yozo, sinon Dazai Osamu. Or, c'est ici tout particulièrement que l'apathie et plus encore le défaut d'empathie se font sentir. Le mot est faible car ils sont littéralement écrasants. Je ne ferai pas de La déchéance d'un homme un chef-d'œuvre, même si on l'a souvent présenté comme tel. Par ailleurs, un peu gratuitement peut-être, je tends à croire que la traduction française est perfectible, même si elle a indéniablement ses bons moments où le livre original se révèle dans toute sa force et sa majesté. À vrai dire, la préface, avec des guillemets donc, est époustouflante, je crois que c'est le mot. Des pages d'une grande beauté, d'un style parfait, d'une puissance d'évocation redoutable. Mais je crois que me concernant cela a eu son revers, le roman en lui-même ne m'a que rarement paru retrouver ses sommets initiaux, probablement la scène du Shinju raté et ses suites immédiates, ainsi que l'hospitalisation d'un Yozo ravagé par son addiction à la morphine, deux moments cruciaux de la vie de Dazai Osamu, il est vrai. Le reste est bon sans être brillant, à mes yeux du moins. Mais La déchéance d'un homme, globalement, est bien une lecture marquante et terrible.